4 minutes sur la montre de Sa Majesté, le chef du village d'Ongoya 3. C'est la même heure ici donc à Info TV. Mesdames, messieurs de Ngoumou, Jean-Baptiste Atemungue, qui faisait une sortie dénonçant, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. À côté de lui, il y a d'autres élus de la nation et même des hommes politiques qui font des dénonciations ces derniers temps. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, nous allons jeter un regard sur ces dénonciations. De quoi il est question? Pourquoi ces dénonciations? Et pourquoi en ce moment? Que vise véritablement ce soir? Quel apport dans l'économie? Oui, cette prolifération des jeux du hasard, cette prolifération, n'est-ce pas, des paris sportifs, qu'est-ce que l'on peut retenir véritablement? Est-ce instructif? Est-ce éducatif? Est-ce que ça peut véritablement apporter quelque chose de meilleur en ce qui concerne l'économie camerounaise? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà les deux sujets phares à l'ordre du jour. Nous allons prendre cette petite respiration tout simplement pour vous retrouver tout juste après. Question, n'est-ce pas, d'accueillir nos différents invités. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau pour donc accueillir nos invités. Parmi nos invités ce soir, il se prénomme Henri Oscar et il s'appelle donc Menguédé Mbassi. Bonsoir. Bonsoir. Question importante de la vie de la nation. Je précise que nous sommes engagés en tant que parti politique au sein de l'ATP. L'ATP, l'Alliance pour la transition politique, avec le professeur Billet et d'autres partis politiques, justement, pour nous préparer aux prochaines échéances électorales, notamment présidentielles. Alors, au sein de cette coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile, nous sommes en pleine préparation des primaires, au terme desquelles sera justement présenté le candidat. C'est la grande nouvelle, préparation des primaires. Oui. Okay. Nous sommes pour les primaires. Une véritable démocratie. Véritable démocratie, justement. C'est une bonne chose. Nous allons, les primaires que nous allons lancer très très bientôt, nous allons officiellement communiquer là-dessus, mais je peux déjà vous le dire sur ce plateau que les primaires sont en préparation au sein de l'ATP. Okay. Donc dans les prochains jours, on vous aura... Merci pour l'information, cher ami Menguédé Mbassi. Ce soir, cher ami, nous allons accueillir autres personnes sur ce plateau. Ibrahim Maïriga. Voilà, j'ai cherché le I là. Ibrahim Maïriga. Bonjour. Sinon, bonsoir. C'est selon. Voilà, selon. Merci d'être là ce soir. Merci, c'est à toi que je dis merci pour l'invitation. C'est un plaisir vraiment de se retrouver sur le plateau pour une première avec toi. Justement, nous allons tout à l'heure en débattre. Je dis bonsoir à mes co-discutants. Ok. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Merci d'être là. Je vous ai invité parce que vous êtes un ancien, n'est-ce pas, de la maison et surtout de l'émission. De l'émission, c'est ça. Quelqu'un parlait de transition. Elle est effective partout. C'est comme ça la vie. Alors, je vous ai invité parce que le communicant du RDPC est empêché, sachant que vous êtes du RDPC. Peut-être vous allez parler en tant qu'homme politique, mais certainement avec un penchant RDPCiste. Justement, avec un penchant RDPCiste, je n'ai jamais démissionné. Nous sommes les premiers élus du RDPC. Ça fait 29 ans que je suis dans le RDPC, le tout premier président de la sous-section au RDPC de Tibati. J'ai toujours espoir en cheminer avec mes gens, mais moi j'ai une prise de position. Je préférais être, n'est-ce pas, un électron libre pour ne pas m'encombrer de certaines choses que vous connaissez, les mots qui minent notre grand parti aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être électron libre lorsqu'on est militant d'un parti politique? Oui, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti que nous respectons. Et que vous devez respecter. Mais justement, nous le respectons, ça c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, dans notre parti, nous avons constaté que dire la vérité est un crime.
Pourtant, la personne qui nous réunit autour de ce parti, le président Paul Biya, nous a demandé de l'aider, de dénoncer certaines dérives, de dire, parce que le président Paul Biya, ne peut pas, comme on le dit, ne peut pas être partout à la fois. Mais donc, nous, militants, ce qu'on nous a dit, quand nous entrons dans ce parti, nous étions tout jeunes, c'est que le parti, c'est la caisse à outils du président. Le parti est là pour accompagner le président dans ses actions. On vous a suivi, voilà, justement. Monsieur Ibrahim. Donc, nous sommes tous différents de ceux qui pensaient encore obtenir de petits prébendes derrière le parti. Nous sommes là pour le soutien. On vous a suivi. Voilà. On vous a suivi, Monsieur Ibrahim. Et puis, tout juste en face de vous, de l'autre côté, il est là, il est bien assis. Arsène Foucault, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, monsieur Apollinaire Omba. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci d'être là ce soir, monsieur Foucault. C'est moi qui vous remercie de me renouveler votre amitié, monsieur Apollinaire. Vous savez, en termes d'amitié, moi je reste toujours fidèle. Je constate juste que ceux qui sont autour de moi ne sont pas trop fidèles. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes devenu infidèle. J'espère que vous ne parlez pas de nous qui sommes autour de vous, Maïga et moi, pour dire que nous ne sommes pas toujours fidèles. Vous avez dit ceux qui sont autour de vous. Non, je n'ose pas imaginer qu'il s'agit de mon ami Maïga. Non, très loin de là. Très loin de là. Vous allez voir et vous allez comprendre. Voilà, très rapidement, avant, n'est-ce pas, d'accueillir Armel qui est là, très rapidement, la session parlementaire de juin, c'est depuis quelques heures. Nous avons suivi le discours du président de l'Assemblée nationale, beaucoup d'attentes, et depuis hier, il n'y a pas moins d'attentes en ce qui concerne, n'est-ce pas, cette session. Je commence par vous, je rappelle que vous êtes analyste sociopolitique, même comme votre carte de parti, elle est là, peut-être je ne veux pas demander votre carte de parti. Alors, quelles attentes en ce qui concerne donc cette session de novembre 2025 2024 pour le budget 2025? Alors, vous l'avez dit dans vos propos en finissant, parce qu'aujourd'hui, nous attendons en tant que Camerounais, personnellement, que de manière statutaire, ce qui est prévu soit fait, c'est-à-dire la préparation du budget de l'année 2025. Je crois que certainement la représentation nationale devrait travailler là-dessus parce que les Camerounais ont beaucoup d'attentes. Vous le savez, aujourd'hui nous avons les cartes d'identité, c'est-à-dire les CNI qui ont pris un coup et certainement cela pourra être entrera dans ce budget-là. Nous avons les passeports et bien d'autres documents que nous utilisons presque chaque jour qui ont pris un certain coup. Donc, nous attendons, personnellement, j'attends de la représentation nationale de se pencher sur ces sujets-là et que ce budget puisse répondre aux préoccupations régaliennes des Camerounais, parce que vous le savez, c'est pas moi qui vais le dire, le panier de la ménagère et bien d'autres ont subi certainement un coup et il faut que le budget qui sera établi puisse être assez réaliste pour le gouvernement de la République et même pour les Camerounais qui vont débourser en termes d'impôts, qui vont sortir, qui vont devoir payer les impôts pour réaliser un certain nombre de projets. Donc j'attends ce réalisme et ce pragmatisme-là de la représentation nationale. Ok, beaucoup d'attentes en ce qui vous concerne. Ibrahim, la session, elle est là. 2025 est une année importante. Certains disent même une année décisive. Oui. Ce budget, beaucoup d'attentes également de votre côté. Oui, beaucoup d'attentes. Qu'est-ce qui peut être en urgence en termes d'attente? L'urgence pour moi, c'est d'abord la vie chère et l'assainissement de nos grandes villes, Yaoundé, Douala. Sincèrement. Parce que nous attendons, quand vous voyez la ville de Yaoundé aujourd'hui, nos grandes villes, pour ne pas parler, n'est-ce pas, des autres, comme Maroua et autres, on a vraiment ce problème de route. Les villes sont assaillies par la poubelle, manque de route, la vie chère
qui ne s'en finit pas. Parce que jusque-là, quand vous voyez, n'est-ce pas, le train de vie de l'homme camerounais, ça pose trop de problèmes. Donc nous disons qu'avec ce budget, je suis quand même, n'est-ce pas, la plupart des partis politiques représentés à l'Assemblée, ils ont semblé, n'est-ce pas, peut-être apprécier, n'est-ce pas, le discours. Mais nous disons que c'est un discours que nous avons depuis plus d'aujourd'hui, de 30 combien d'années que le président de l'Assemblée est là. Nous sommes partis de budget, programme, bon, la consommation de ce budget effectif, c'est-à-dire le suivi, le contrôle, parce qu'aujourd'hui, presque tous les membres du gouvernement sont des hommes d'affaires, donc on ne comprend plus rien, le budget est voté, est-ce qu'on utilise ce budget à des fins utiles pour la population? Ouais, c'est notre attente. Qu'on met, n'est-ce pas, surtout le problème de la consommation effective de ce budget, orienté pour le bien sociaux. C'est ça notre attente. Voilà. On peut vraiment le faire, vraiment essayer de voir ce problème d'assainissement de la capitale Yaoundé. C'est une honte. Yaoundé fait honte au Cameroun. Au monde, je veux dire, aux yeux du monde aujourd'hui, partout, parce qu'on demande, mais c'est votre capitale. On ne peut même pas élaborer un budget exclusivement pour la capitale au niveau de la capitale. Mais c'est qui est orienté pour, comment on appelle le ministère des Travaux publics. On est d'accord qu'il faudrait absolument que ce soit des travaux effectifs et bien faits en plus. Oui, parce qu'on a toujours là, on creuse toujours le budget, on met ça à la disposition, on dit bon, qu'on doit refaire les routes et tout. Mais à peine on vient, n'est-ce pas, cimenter, aujourd'hui nous voyons dans certains où on cimente, c'est quand même honteux pour nous. Donc, à chaque, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, du secteur, des ministères, n'est-ce pas, le budget orienté, disponible, là, qu'on le met à la disposition de la population. Ok. Pour le bien-être de la population. Merci bien. C'est notre attente. Merci à vous. Oscar, il y a les attentes aussi de votre côté. Vous êtes dans un regroupement de partis politiques et puis aussi des associations, certainement 2025. Beaucoup d'attentes de votre côté, mais puisque je connais un peu d'où vous sortez, votre département d'origine, l'Alliqué, je crois que je ne trahis aucun secret. Du tout. En ce qui concerne l'effectivité du BIP, ou alors le Cameroun, dans le centre, l'Alliqué était donc avant-dernière. Pourtant, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Pensez-vous, quelles sont vos attentes en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce budget 2025 et également quelle analyse en faites-vous de l'élaboration du BIP et puis la non-consommation du BIP dans l'Alliqué ou alors la sous-consommation du BIP dans l'Alliqué? Eh bien, Apollinaire, je vais commencer déjà à dire un mot sur le discours, puisque c'est ce qui amène votre question, le discours de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Pour dire qu'il y a longtemps que nous n'attendons plus rien. Un citoyen camerounais normal comme moi, il y a longtemps que je n'attends plus rien des discours du président de l'Assemblée nationale, parce que, en dehors du fait que c'est des discours, il n'y a rien derrière, ou alors il n'y a aucun élément sur lequel je peux m'appuyer pour donner raison à une projection ou à un appel à réflexion des discours du président de l'Assemblée nationale. Je vais juste partir... Parce que c'est pas dur, ça. Non, il faut bien que nous soyons durs avec... Parce que c'est pas dur. Vous vous souvenez que... Le Cameroun existe, il y a des institutions qui fonctionnent et autres, les budgets qui sont votés à l'Assemblée nationale. En 2023, il y a eu un budget qui a été voté. C'est pas le sujet à l'ordre du jour. Je devais inviter, n'est-ce pas, un spécialiste, peut-être un spécialiste pour un économiste, peut-être, pour essayer d'évaluer, n'est-ce pas, le budget 2023, le budget 2024. Le budget 2024. Qu'est-ce qui a été fait, puisque nous sommes déjà presque en fin d'année, et puis voir ce qui peut être fait en perspective. 2023, 2024, 2023, 2022 et bien d'autres quand même. Il y a eu des choses qui ont été faites. Eh bien, Apollinaire, vous savez, moi je ne suis pas un Camerounais qui vit au Cameroun et qui a la tête dans les nuages. J'ai bien les pieds sur le sol camerounais pour dire que
ce que je vis au quotidien me permet d'évaluer justement la mise en œuvre d'un budget national. Il vous souvient que nous étions en début d'année 2024, je crois que c'était la première session, lorsque la doyenne d'âge qui avait fait un discours retentissant, un discours qui a suscité des interrogations, mais la question que je me pose rendue en fin d'année, c'est est-ce que ces gens-là se sont véritablement imprégnés des éléments de ce discours de la doyenne d'âge à l'époque? Nous étions en début d'année. Je suis sûr quelque part qu'on a remonté les bretelles à la doyenne d'âge par rapport à ce discours pour lui dire mais elle n'aurait pas dû dire ci ou ça. La preuve en est que tout ce qu'elle a dénoncé dans ce discours-là est resté lettre morte aujourd'hui. Nous sommes en fin d'année. Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale, je me serais attendu à ce que, partant justement de ces éléments factuels, de cette dénonciation qu'a faite la doyenne d'âge en début d'année, puisque nous sommes rendus à la fin d'une année civile, donc d'une année budgétaire, que le président de l'Assemblée nationale nous présenta justement une évaluation de la vie justement du Parlement, ou alors des actions qui ont été entreprises par le Parlement à son niveau pour justement corriger certains ou alors certaines de ces dénonciations qui ont été faites par la doyenne d'âge en début d'année. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, il nous a encore grainé dans des histoires où il félicite certains ministres par rapport au pays des cieux. Bref, on est dans une histoire où, dans une situation où on part d'une situation pour une nouvelle situation sans toutefois évaluer ce que nous avons connu dans l'ancienne situation. Et là, ça me pose un problème. Maintenant, pour revenir à votre question en ce qui concerne l'exécution du BIP. C'est vrai, le département de la liquide duquel je suis originaire était avant-dernier au dernier du dernier classement de l'évaluation de l'exécution du BIP 2024. Moi, ça me pose un problème. Que l'on se retrouve justement à une situation où, rendu à l'avant-dernier mois de l'année avec des engagements qui s'arrêtent le 15, c'est-à-dire demain, des engagements budgétaires qui s'arrêtent demain, qu'on ait encore des régions ou des zones, des localités où le BIP qui a été destiné à ces régions n'est pas exécuté à environ 30%. Ah oui. C'est un problème. 30%, ça veut dire le tiers. Le budget exécutable en début d'année, au plus tard au mois de mars. Je crois que l'actuel ministre des Finances qui est là, depuis qu'il est là, il fait un effort pour que l'exécution du budget démarre un peu plus tôt. On n'a pas besoin d'être foncièrement un économiste PhD pour comprendre un certain nombre de choses dans ce qui concerne le fonctionnement de l'économie au niveau national. Mais nous constatons qu'il y a trop de blocages. Et je reviens encore justement parlant de blocage à ce qu'a dit le maire de la ville de Yaoundé, qui s'insurgeait encore du fait que en pleine ère de la décentralisation, il n'arrivait pas à comprendre que au mois d'octobre, au mois de novembre, que des communes se retrouvent encore en attente de décisions au niveau central des projets qui sont censés être décentralisés. Vous comprenez qu'il y a des gens qui... C'est pour ça que moi j'ai toujours dit sur ce plateau et sur d'autres qu'ils nous ont vendu la décentralisation, mais en fait, dans la décentralisation, c'est une grosse enveloppe vide parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Vous comprenez que si on avait véritablement voulu implémenter la décentralisation, telle qu'elle est couchée sur le papier, on n'aurait pas de problème de localités qui n'arrivent pas à dépenser 30% du budget qui leur est affecté. Okay. Tout ça veut tout simplement dire que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont dépassés. C'est pour ça que nous, au niveau de l'ATP, justement, nous appelons à une transition pour permettre que le nouveau pouvoir qui va arriver dès 2025, parce qu'il va arriver, le nouveau pouvoir. En 2025, il y aura un nouveau pouvoir, mais il sera un pouvoir de transition. Question pour ce pouvoir-là de laver, de balayer tout ce qui a été instauré depuis 42 ans. Ok, voilà. Je crois que c'est pas un débat, hein, même si je vois l'analyste sociopolitique voulant reprendre, dire un mot très rapidement. Oui, très rapidement. Oui, monsieur Apollinaire. Donc, je voulais quand même relever une session parlementaire comme celle-ci. Il y a des orientations bien précises qui sont déjà calées et certains envoyés par le chef de l'État. Je crois qu'il y a eu une note du chef de l'État concernant le budget qui avait été déjà envoyé et signé pour que le Parlement prenne acte et puisse
dirigeanter les débats dans le sens tel voulu. Bon, moi je ne sais pas s'il y a d'autres attentes à part ce qui est déjà prévu, c'est-à-dire l'élaboration du budget qui doit tenir compte d'un certain nombre de réalités ou de phénomènes présents. Par exemple, on a la question climatique. L'année prochaine, nous avons les élections qui devront se tenir. Est-ce que le budget pourra répondre? Est-ce que la question, par exemple, de l'industrialisation du Cameroun, qui, avec le projet minier, est-ce que ces projets, le budget que nous allons élaborer pourront permettre à ces projets d'évoluer et de prendre un grand coup? C'est autant de questions. Est-ce que ce budget-là pourra répondre aux besoins, par exemple, de la décentralisation? Parce que il faut dire que plus le temps passe, parce qu'on a dit la décentralisation, même si on nous l'a donné, c'est pas quelque chose qui va aller d'un coup. Disons, c'est de manière échelonnée que certaines mairies ou alors certains arrondissements pourront avoir le bébé qu'ils attendent, parce que voyez-vous, il y a des ministères qui ont déjà transmis peut-être 10 compétences, certains sont à 3 compétences, d'aucuns sont même à 2 compétences. Donc, et il y a beaucoup de difficultés. Peut-être une émission pourrait nous permettre peut-être de parler des difficultés autour de la décentralisation, mais je crois qu'on ne saurait du coup dire que la décentralisation fait quelque chose de vide. C'est pas une enveloppe vide en quelque sorte. Il y a des éléments. Beaucoup de mairies sur les 360 ont déjà beaucoup de compétences transmises. Ok. Vous allez voir le premier sujet tout à l'heure. On va voir ce que font, n'est-ce pas, ces mairies-là. À quel niveau se trouve la décentralisation? Très rapidement, Oscar, vraiment, je vous donne 30 secondes. Bon, certainement qu'on va peut-être revenir là-dessus, mais je voudrais chuter sur le sujet des projets, puisque qui parle budget, parle des projets. J'ai bien envie de dire que, de me questionner, sur quelle base est-ce que ceux qui préparent le budget aujourd'hui le prépare. Si déjà ils ne maîtrisent pas, personne n'est capable aujourd'hui de nous dire au Cameroun combien nous sommes. Quand on sait que pour construire un puits d'eau, c'est en fonction du nombre de personnes qui sont autour de ce point d'eau. Donc la question centrale, la question principale, c'est qu'on nous dise, est-ce que dans le nouveau budget, dans le prochain budget, est-ce qu'on a prévu de nous dire combien de Camerounais nous sommes? Là, je renvoie la question. Si j'avais été parlementaire, j'aurais posé cette question-là au ministre au ministre qui s'occupe justement des questions de population. Ok. Voilà. Nous allons prendre d'un moment à l'autre la transition. Et je rappelle à nos amis qui nous regardent à travers le monde que, voilà, vous aussi vous êtes invité au débat. Vous pouvez tout simplement nous écrire au numéro que vous voyez au bas de l'écran et intervenir et réagir donc en direct. Mesdames, messieurs, vous êtes en direct de Info TV. C'est le grand soir. À tout de suite. Retour sur ce plateau pour donc entamer avec le premier sujet phare à l'ordre du jour. Rallier les studios lorsqu'on connaît les bouchons dans la ville de Yaoundé. Donc j'ai fait des pieds et des mains, je me suis battu comme un beau diable dans un bénitier pour être là. Ce n'est pas pour qu'on me donne la communion sans confession, mais bon, je suis là. Voilà, merci d'être là ce soir. Mesdames, messieurs, le premier sujet phare à l'ordre du jour, je l'ai annoncé, et je vous l'ai dit, nous parlerons donc des dénonciations, cette prolifération des dénonciations, si on peut le dire ainsi, à travers le triangle national. Il y a de cela quelques jours, c'était un ministre, ou alors de la République, qui n'était pas très content du traitement de l'aide que le président de la République a octroyé aux populations du Septentrion. Il dit que l'argent est arrivé de ce côté-là. Il ne sait pas comment ça s'est passé au niveau des mairies, mais véritablement les matelas et autres que le ministre de l'administration territoriale a pris la peine, n'est-ce pas, d'amener à ces populations-là ne sont plus certainement pas arrivées à bon port. Et plus encore, les moyens financiers. Alors,
cela nous laisse à notre fin de quoi il est question. Et pas plus tard que quelques heures hier, c'est le maire de Ngoumou, Jean-Baptiste Atemengue, qui faisait une sortie et qui faisait une dénonciation, réclamant, n'est-ce pas, des meilleures écoles dans sa localité, estimant que si véritablement, s'il n'y a pas de décentralisation, l'effectivité de cette décentralisation, leur localité sombre. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas être l'interprète du maire. Nous allons écouter d'abord cet extrait. Question de nous plonger dans le débat. À tout de suite. Le proviseur a été très poli en parlant d'insuffisance tout à l'heure. Mais lorsque moi j'ai visité ces salles de classe d'un lycée d'enseignement général, c'est l'école publique dont le délégué départemental vient de faire un beau poème ici. C'est l'école publique qui a la vocation de relever les enfants issus de nos petites classes sociales. C'est l'école publique qui doit fabriquer les testeurs. Nos parents ici n'ont pas de millions pour aller payer les écoles privées. Ils n'ont que ces lycées publics. Et c'est là qu'on va passer les grands testeurs qui vont ensuite les empêcher l'État. Ici, je ne vois que des talents. Il n'y a pas un enfant camp ici. Quand on a un taux de réussite de 0% au bac, ça veut dire qu'il y a un échec total du système. Et c'est inadmissible. J'interpelle, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, l'État dépense chaque année 550 milliards l'année dernière. Prenons seulement 10%. Normalement, on devrait prendre 30% pour l'investissement dans les lycées. Ça fait combien de milliards? 150 milliards. Et chaque conseil régional aurait 5 milliards. Il n'y aurait pas des poubelles comme ça comme lycée. Avancé dans l'éducation de base. Le bassin de télé comporte 6 écoles primaires, donc une école confessionnelle, mon ancienne école de Condré d'ici. Toutes ces écoles, avec le peu de moyens que l'éducation de base transfère déjà aux communes, nous avons réhabilité les 6 écoles primaires du bassin de télé en 4 ans. Avec très peu de moyens. Et toutes ces écoles sont neuves et propres. Rien à voir avec ces poubelles. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est donc la seule interpellation que j'avais à vous faire. Parce que ça part de là. Les conditions de travail. Les enseignants, on en a rien ici. Il faut l'informatique. Mais moi, je ne mettrai pas mon enfant dans une poubelle comme ça. Mon enfant ne peut pas étudier dans une poubelle comme ça. Et quand je refais les écoles primaires, je me mets à la place des enfants, des tout petits enfants, la maternelle, l'école primaire, ils vont s'asseoir dans ces salles de classe. Et c'est pour ça que nous faisons cet effort à l'école primaire. Il faut qu'à l'enseignement secondaire, la décentralisation avance et les enseignants et les ressources qu'on met à la disposition totale du conseil régional, il y aura la présence effective des enseignants, il y aura l'entretien des bâtiments et nous allons retrouver une école publique capable de fabriquer de grands destins. Tous ces enfants peuvent faire de grandes personnes demain si on met les moyens, si on les accompagne. Je vous remercie pour votre moment. Voilà, c'est le maire de Ngoumou, Jean-Baptiste Atemengue. Je crois que je ne peux plus faire de commentaires. Je veux passer la parole aux journalistes sur le plateau. Armel.
Oui, Prince, vous voyez, je souris parce qu'il y a quelques années de cela, dans ce même studio, j'étais copanéliste à M. le maire Jean-Baptiste Atemengue, qui me faisait comprendre alors que vraiment le RDPC fait tout pour que les populations se portent bien. Vraiment, on ne peut rien dire au RDPC aujourd'hui. On était là à 39 ans déjà de mandature suprême. Alors, je lui avais dit que vous êtes maire aujourd'hui et j'espère que du côté de Ngoumou, les populations ne se plaindront jamais du RDPC. Alors, c'est bien qu'aujourd'hui, ce soit lui-même qui monte au créneau pour dénoncer. Hier, nous dénoncions. On disait, ces journalistes, c'est des gens qui parlent de tout et de rien, c'est des commères, c'est des congossistes. Et on a un objectif qu'on aime nous octroyer là, des journaleux. Et donc, aujourd'hui, les journaleux sont assis derrière. Le maire lui-même pleurniche comme un enfant. Et je tiens à vous rappeler, le maire Jean-Baptiste Atemengue. J'espère qu'il ne vous a pas traité de journaleux. Je le connais quand même comme un homme respectueux. J'ai voulu dire le maire Jean-Baptiste Atemengue et moi, on se parle. Je le connais comme un homme respectueux. On se parle. J'espère que lui ne vous a pas traité de journaleux. Non, pas lui. J'ai dit lorsqu'on le dit, les gens disent, nous sommes des journaleux et autres et tout et tout et tout. C'était bien. Alors, il me souvient, Prince, j'ai fait au moins 4 reportages sur la route des Mombo. Parce que c'est la seule route qui a été goudronnée en une nuit et qui a été détruite en 2 semaines. Lorsque le pape venait rendre visite du côté de Pouandikam au petit marché Mimboman, on a goudronné cette route en une nuit. Même le goudron deuxième n'est pas comme ça. Ça s'est détruit 2 semaines plus tard. J'ai dénoncé dans des reportages, j'ai dit j'en ai fait au moins 4. Et puis quelqu'un m'avait dit non, vraiment c'est l'Agence française de développement qui s'occupe de ça, vraiment c'est la Banque africaine de développement, vraiment c'est devenu n'importe quoi. Et au final, aujourd'hui, on est en train de se battre pour avoir une route du côté de Mombo. Ce sont nos dénonciations. Alors aujourd'hui, je me réjouis quand même de ce que le maire Jean-Baptiste Atemengue, qui n'a pas sa langue dans la poche, parce qu'il faut le reconnaître, a toujours eu à l'esprit le bien-être de ses populations. Et donc, pour moi, ça ne me surprend pas qu'il prenne la parole ainsi. Mais j'aurais voulu que le maire Jean-Baptiste Atemengue, qui peut-être ne savait pas que ce qu'il dit va aller loin, le fasse également sur les plateaux quand il y est. Parce que sur les plateaux, il faut montrer vraiment le renouveau dans toute sa splendeur, alors qu'on sait que dans le fond, rien n'est fait. Je ne suis pas ici pour parler, ou alors pour faire le bilan du RDPC, mais pour dire si aujourd'hui, les autorités elles-mêmes, les ministres et autres se plaignent. Hier, on vous parlait des indemnisations dans les villages où on a cassé les gens pour faire des routes et autres. Les indemnisations étaient une autre paire de manches. Il fallait vraiment, pendant qu'on vous demandait de serrer la ceinture, eux-mêmes ils portaient les bretelles pour venir vous dire serrer la ceinture, vraiment ça va aller. On a dû des indemnisations, mais qui ne sont pas redistribuées comme il le faut. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Prince? Il faut bien qu'aujourd'hui, l'on se rende à l'évidence. Vous savez, quand Dieu veut perdre son peuple, il le rend fou. Aujourd'hui, tout le monde va se rendre compte de ce que le mal est profond. On parle de la décentralisation, le transfert des compétences. Il ne s'agit pas que du transfert des compétences, mais également du transfert des ressources. Et c'est ce dont le maire Jean-Baptiste Atemengue fait allusion. Il faut qu'effectivement, le transfert des ressources aille avec le transfert des compétences. Aujourd'hui, les écoles normales forment des auditeurs libres. Vous savez à quelle fin? C'est afin de les mettre à la disposition des conseils régionaux pour les utiliser à la fonction publique régionale. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que les fonctions publiques régionales sont effectives? Je ne pense pas. On parle de décentralisation depuis quand même. C'est depuis quand même. Aujourd'hui, si la décentralisation allait à l'école, elle serait peut-être en cycle licence ou peut-être master. Et donc, il est bien qu'aujourd'hui, ce soit ces autorités-là qui appartiennent au système de dénoncer. Ça nous fait plaisir de savoir qu'également, ils sont au moins honnêtes sur le plan intellectuel. Ok, il faut le dire, hein, il a fallu, je crois, 24 ou 26 ans pour mettre sur pied ou implémenter cette décentralisation. Et en ce qui concerne Jean-Baptiste Atemengue, à un moment, on avait estimé qu'il était un révolutionnaire dans le parti et peut-être jeune de son état. Il faut me dire que c'est l'un des maires qui aujourd'hui a beaucoup œuvré. Quand vous allez en Ngoumou, c'est électrifié un peu partout. Okay. Ça, c'est à saluer également. On ne va pas simplement tirer sur lui. Nous ne tirons pas, nous faisons une analyse. Alors, Oscar, vous êtes un homme qui observe ce qui se passe au sein du gouvernement, ceux-là qui nous dirigent. Vous n'avez pas encore de mairie, vous n'êtes pas encore dans les affaires, mais quand même cette sortie, non seulement, je rappelle là, c'est une illustration de plusieurs dénonciations, c'est que nous n'avons pas assez de temps pour
suivre, n'est-ce pas, toutes les autres dénonciations, il y a quand même l'autre dénonciation, elle est également assez forte. C'est-à-dire que il y a des populations sinistrées, l'aide qui est envoyée, mais cette aide-là qui est détournée. Et de ce côté, l'homme politique déplore également la situation. Sommes-nous à l'heure des dénonciations? Bien, je voudrais déjà préciser que, en dehors du fait que je sois un homme politique, je suis justement un expert en développement local. C'est ce que j'ai appris à l'école et c'est ce que je fais au quotidien. Et travaillant dans le développement local, j'ai beaucoup exercé dans des ONG, ce qui m'a permis de voyager sur l'ensemble du pays et de connaître véritablement le Cameroun. Quand je dis le vrai Cameroun, ce n'est pas le Cameroun de la pause centrale, mais c'est le Cameroun du Pygmée Baka qui est au fond de Molondo quelque part ou des autres parties du pays. Donc pour dire que je connais véritablement les problèmes de développement local auxquels sont confrontés nos populations. Maintenant, pour revenir à votre question en parlant de dénonciation, aujourd'hui, on se rend compte que depuis un certain temps, qui dénonce? Hier, c'était le ministre, le DGSN, qui dénonçait justement le manque de l'état des routes et autres. Et le ministre en charge des travaux publics a cru devoir faire une sortie pour essayer justement de polir son image qu'il estimait égratignée par la sortie du DGSN. Après ça, nous avons eu justement à l'extrême nord un élu local qui dénonçait, justement la non-répartition de l'aide de l'aide de 2 milliards, je crois que c'est 2 milliards du président de la République aux sinistrés. Cette aide-là qui ne serait pas parvenue justement à ces sinistrés-là. Il a décrié ce fait. Et c'était quoi? C'était un militant du RDPC. Aujourd'hui, nous avons le maire Jean-Baptiste Atemengue, que je connais particulièrement et très bien, qui dénonce justement le fait que au niveau de l'éducation, au niveau des enseignements secondaires, on n'arrive pas justement à avoir une école de qualité. Je crois qu'il se réfère aux résultats, aux examens, aux derniers examens de l'office du bac, où justement certains lycées dans sa contrée ont eu un pourcentage de 0% au baccalauréat. Est-ce à dire que les enseignants, je précise tantôt quelque part qu'il y a des lycées encore au Cameroun, parfois même dans des villes, c'est-à-dire dans des chefs-lieux de département, on a encore des lycées où à cycle complet qui ont un seul enseignant de mathématiques ou un seul enseignant de philosophie, parfois même pas du tout. On a des lycées où les élèves partent toute une année et le professeur de philosophie arrive au mois de mars pour des élèves qui vont composer le bac au mois de juin. C'est à se demander si vraiment ceux qui dirigent là-haut sont conséquents des actes qu'ils posent. Et on parlait du budget tout à l'heure. C'est pour ça que moi je vous disais à l'entame de l'émission que c'est des choses qui ne nous servent à rien. S'il faut s'asseoir pour voter un budget qui vont se répartir entre eux après pour qu'à la fin de l'année on se retrouve avec un budget qui n'est même pas exécuté à 30% dans certaines localités du pays. Mais on ne vous dira jamais où va cet argent. Cet argent qui était déjà collecté, même si on va nous dire que oui, le budget n'est pas un argent qui est posé quelque part et puis on prend un argent qui est collecté. Donc pour dire que est-ce vraiment le temps de dénonciation? Je dis nous sommes à la veille, nous sommes au crépuscule d'un régime qui a duré 42 ans, j'ai même envie de dire 60 ans. Vous allez voir que depuis 60 ans, c'est les mêmes qui ont été là jusqu'à aujourd'hui et qui produisent ce que nous avons aujourd'hui. C'est des pleurs partout. C'est bien parce que ce sont ceux qui sont dans le parti au pouvoir, le parti qui dirige, le parti qui a tous les moyens, à qui on a confié toute la légitimité avec tous les moyens nécessaires. C'est eux qui se mettent maintenant à crier, parce que quand nous crions, tout à l'heure, mon frère d'en face disait, Ahmed, c'est ça, disait que lui en tant que journaliste, il a dénoncé et j'ai envie de dire qu'on s'est attaqué à lui pour dire qu'il n'avait pas voix au chapitre d'une certaine manière. Nous, les hommes politiques également, nous avons dénoncé. Et quand nous dénonçons, la question qui nous revient généralement, c'est qu'est-ce que vous avez, vous dénoncez, qu'est-ce que vous-même vous faites pour
les populations. Et moi, je réponds toujours, on ne peut pas me poser cette question du moment où je n'ai pas encore la légitimité d'agir, ou alors je n'ai pas les mêmes moyens que ceux qui sont là, à qui on a donné justement les moyens. Il ne s'agit pas de moyens qui sortent de leurs poches. On parlait de l'aide, oui, je vais chuter par là. On parlait de l'aide du président de la République aux sinistrés dans l'extrême nord. Il faudrait bien qu'on nous dise, est-ce que c'est des fonds qui sortent directement de la poche du président pour aider les sinistrés, ou alors, et ce que je crois, il s'agit bien effectivement des fonds collectés de nos impôts pour nos frères qui sont sinistrés. Merci bien. Alors, Ibrahim, l'on accuse le RDPC, l'on accuse le parti au pouvoir, mais je parle ici des personnalités de la République, des hommes politiques qui font des sorties ces derniers temps, à l'instar de Jean-Baptiste Amvouna Temengue, maire donc de Ngoumou depuis quelques années. Nous avons également d'autres élus, n'est-ce pas, de la nation qui font, n'est-ce pas, ces sorties-là. Décidément, que peuvent cacher ces sorties? Ou alors, c'est pas la question que vous devez répondre, peut-être, sauf si vous voulez bien. La question, je crois que je sais à qui je vais adresser cela. Oui, que comprendre, n'est-ce pas, de ces sorties, surtout de ceux-là, de ces élus? Monsieur Oumba, peut-être que nous avons la mémoire courte, mais qui est le premier dénonciateur dans ce pays? C'est le président Paul Biya. Souvenez-vous de son discours 2013. Il nous a posé la question nous manquait dans ce pays pour décoller. Le premier déçu de ce pays, je le dis toujours, c'est le président Paul Biya. Qui constate des manquements de toutes parts dans ce pays. L'hypocrisie, c'est ce qui nous tue. Souvenez-vous de la sortie, n'est-ce pas, du feu sultan. Souvenez-vous de Tif Moukete. Dans le cas du Nozo. Ce monsieur a failli tomber. C'est autant de choses. Je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème du parti. C'est l'hypocrisie qui tue les Camerounais. Les gens peut-être hors micro. Ça, c'est les gens peut-être ça les échappe à un moment. Je vous dis, s'il y a un seul Camerounais qui est satisfait de la gestion de ce pays, c'est que la personne est malhonnête. Nous le savons tous. C'est le courage qui manque aux gens. Hors caméra, dans leur bureau, c'est nos frères, c'est nos amis. Nous sommes avec eux, nous vivons le même quotidien. Et tiennent le même discours? Mais quoi? Je vous dis que c'est l'hypocrisie et la peur. Les gens qui vivent de paiement, ils savent qu'ils ne peuvent pas dénoncer certaines choses. Mais qui ne sait pas que le pays, c'est... Souvenez-vous comment on appelle du Jack Boy, qu'on appelle Chimi, qui avait, n'est-ce pas, menacé le maire de la ville en lui disant « Ne compte plus sur mon soutien ». C'est pas parce que Marguerite m'a roulé, n'est-ce pas, sur la Black nous, il a conseillé, il est venu parler, les Camerounais ont pris ça comme si c'est un problème, il en voulait à un homme. Non. Nous vivons dans la ville de la capitale Yaoundé, nous voyons comment la ville est pourrie. Tout à l'heure, je l'ai dénoncé ici. C'est pour ça que je vous ai dit, nous, notre position que nous prenons dans le parti, on n'attend rien du parti, nomination ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour aider le président à dénoncer, à dire les choses. Ce courage que nous avons pris nous coucher. Mais il faut absolument le dire. La semaine passée, nous parlons, n'est-ce pas, de 42 ans du président Paul Biya. Parmi les membres, n'est-ce pas, de ce parti, sinon, nos camarades nous disaient ici qu'il y a eu des milliers de salles de classe construites, des établissements passés. Voilà une vérité. Dans une autre émission que je participe, j'ai eu à dire que c'est des porcheries nos écoles au Cameroun. C'est bien beau. Ce qui existe même, c'est des porcheries, c'est ce qu'ils viennent de dénoncer à haute voix. Les poubelles. C'est des poubelles. Mais allez dans l'autre, vous voyez la cour. La cour d'une école avec que des champs de patates, de maïs. Entrer à l'intérieur, vous voyez, c'est non pas cimenté, la toiture appartient, n'est-ce pas, à, comment on l'appelle, le vent emporter une partie de la toiture. Mais nous sommes dans quel pays ça? Tout à l'heure, je vous parlais de la gestion, ce budget. Nous sommes désormais un continent, il faut le savoir. Bah, un continent, justement un continent qui rencontre tous les malheurs et peut-être un peu de bonheur. Donc quand nous dénonçons ça, c'est pas parce que nous n'aimons pas notre pays. L'autre a dit, n'est-ce pas, le journaliste a dit qu'on les taxait des journaleux. Nous, on nous taxait des antipatriotes.
des déstabilisateurs du pays. Mais si nous ne dénonçons pas, c'est pour ça que je vous dis, le premier déçu dans ce pays, c'est le président Paul Biya. Et le premier dénonciateur de tout, c'est lui toujours. Ok. Alors, il faut aussi dire que le premier responsable... S'il vous plaît, non, c'est pas vous. Vous ne posez pas de questions. Puis, non, je pose pas de questions. Monsieur Bassi, que le premier responsable, c'est lui. Attendez votre tour de parole. Laissez, je termine avec El Hadji. Alors, depuis des années, le président de la République dénonce. Il connaît quand même ceux-là qui ne font pas le travail, mais qu'a-t-il fait? C'est pour ça que vous voyez notre déception. Il a raison de me rappeler, c'est lui le premier responsable. Tout ça ne doit que tomber sur lui. Vous allez voir, le jour qu'on vous dira que le président Paul Biya n'est plus, d'une manière ou d'autre, c'est un être humain, vous allez voir tout ce monde-là vont se déverser sur lui. C'est lui le premier responsable, c'est lui qui est l'élu. Hein? Tout ce monde qui l'entoure, ministre, directeur ou autre, ils sont venus par les circuits. Que c'est lui le premier responsable. Non, ce n'est même pas à savoir, c'est lui que les Camerounais ont élu. Ok. Et nous savons comment les gens font pour être ministres. C'est par des circuits que vous connaissez tous. Comment ça des circuits alors qu'on dit que c'est sous proposition du premier ministre du gouvernement? Oui, ça peut l'être, mais on ne peut pas le premier ministre aujourd'hui au Cameroun, il faut aussi être malhonnête pour accuser le premier ministre. On sait de l'institutionnel. On sait, oui. Il ne faut pas dire ça, Prince. Il ne faut pas dire ça sur votre plateau. On ne refuse pas ce qu'on dit. Parle de la réalité. Vous n'avez pas la réalité. C'est vrai. On est d'accord? Merci à vous. C'est pas proposition n'est pas du Premier ministre. Merci à vous. Mais ici, il y avait un message. Merci à vous. Vous n'allez pas... Vous connaissez bien de quoi il est question. Alors lorsque vous voulez poser cette question à Ibrahim sur ce plateau. Non, je voulais juste qu'il confesse que non, c'est pas plus ça. Non, laissez-le. Merci. Alors, Arsène Foucault, vous êtes analyste sociopolitique. Vous êtes peut-être certainement la personne le mieux indiquée pour nous expliquer ce que nous vivons là. J'ai failli dire le phénomène que nous vivons depuis quelque temps. C'est lui, n'est-ce pas, des dénonciations. De quoi est-il question? Comment comprendre? Dans un pays démocratique et surtout, on constate que ce sont les personnes d'un même parti qui font, n'est-ce pas, ces sorties-là, ces dénonciations. Alors, M. Apollinaire, je crois que les copanélistes ont dit des choses assez intéressantes ici et on peut s'en tenir à cela. Sauf qu'il faudrait déjà, vous avez parlé des hommes, les hommes qui sortent ces messages-là, ce ne sont pas des personnes inconnues, ce sont des personnes que nous connaissons, nous sommes avec eux presque chaque jour. Et tout à l'heure, c'était le cas du maire que nous avions devant, le maire... Jean-Baptiste Mvouna Temungue, voilà, le maire de Ngoumou. Voilà, il est maire, il représente sa population, il a, disons en quelque sorte, une très grande fibre au sein de sa population, comme le précédent, qui aussi, avec de très fortes responsabilités dans sa communauté, au-delà de son titre, il avait de très fortes responsabilités. Alors, vous comprenez que ce sont des personnes qui travaillent pour le peuple, pour la population. Alors, on attend beaucoup de choses de la population et la population attend beaucoup de choses de ces élites, généralement connues. Alors, dans ce contexte-ci, il faut dire que ces élites-là, ils sont dans une certaine, on peut lire qu'ils sont dans une certaine préparation, normalement. Ils préparent déjà les futures échéances, c'est-à-dire 2025 qui approche. Il prépare aussi le positionnement et c'est de bonne guerre, ça il faut le dire. Aujourd'hui, tel peut dire ceci, même si c'est à raison, parce qu'on peut aussi se poser la question pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Est-ce que c'est aujourd'hui que M. Jean-Baptiste Atemungue constate que l'école se meurt, l'école publique se meurt? Je ne pense pas que c'est une affaire d'aujourd'hui. Il y a beaucoup... Il y a quand même un constat également qui est fait. Celui peut-être dans le Septentrion. Si vous voulez, on peut prendre cet extrait-là où le représentant, l'homme politique de cette localité-là estime que il y a eu de l'aide du président de la République
Oui, mais ils ne savent pas où est-ce que cette aide-là est passée. Ils parlent, n'est-ce pas, d'une aide à hauteur des milliards de francs CFA. Monsieur Charles, j'étais en train de le dire tout à l'heure, tout ce qui se passe présentement, la question c'est pourquoi c'est maintenant. Et nous observons que à cette veille, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle et c'est tout à fait normal que des personnes décident de se positionner, peut-être parce que je peux vous attaquer pour atteindre une autre personne. Je peux attaquer le ministre de l'enseignement secondaire parce que je vais atteindre une autre personne qui n'est pas forcément le ministre de l'enseignement secondaire. Donc, il faut voir cela au-delà des hommes. Est-ce que sur le terrain, c'est pas est-ce que c'est pas effectif, c'est pas réel? C'est un peu cela, raison pour laquelle tout à l'heure j'ai passé la parole d'abord au journaliste parce que pour lui, pour présenter également les faits. Et vous êtes, je ne sais pas si vous contestez ces faits-là. Non, je dis, j'ai pas de problème avec les faits. Je dis bien que c'est indéniable. Ces problématiques ne se posent pas simplement aujourd'hui. Même avant, nous avions ces problèmes-là. Nous avons ces problèmes de route. C'est pas aujourd'hui qu'il y a le problème des routes. Il y en a même plus pire ailleurs qu'on ne parle peut-être pas, qu'on ne présente peut-être pas aux médias. Les problèmes des écoles, il y en a plein. Et vous avez parlé, mon copaniste tout à l'heure a parlé du problème des enseignants. Est-ce que vous savez, ça fait quelques semaines, un préfet a publié toute une liste des établissements où il n'y avait pas de responsables. Les responsables s'étaient volatilisés. Donc, étaient obligés de fermer. Nous sommes, en fait, nous vivons régulièrement des éléphants blancs, un peu de partout. Vous allez voir, vous parlez des dons. Est-ce que chaque année, presque à la même période, vous allez observer, il y a des sinistres dans... Alors, comment comprendre ces dénonciations-là? Est-ce qu'on devait rester là, regarder et se dire, ben, ça se passe toujours comme ça, bon, on reste tranquille? Non, c'est pour ça que je dis, il faut déjà... Que certaines dénoncent parce qu'ils sont en campagne. C'est normal pour le maire de s'exprimer tel qu'il a fait devant son public. Parce que c'est ceux-là qui vont devoir le voter dans 1 an et demi parce que son mandat a été prolongé. Il faudrait quand même qu'il fasse le ponce-pilatisme parce que à un moment donné, il faut se dire, si vous m'avez demandé les écoles et moi j'ai pas les moyens pour construire, il faut que je vous dise que j'ai pas reçu de moyens. Alors ne m'en voulez pas. En voulez aux gens qui sont plus haut là-bas. Comprenez donc, c'est en quelque, voilà, si vous voulez qu'on parle en français facile, c'est ça. Le maire est... Ils sont quand même dans leur droit. Non, c'est pour ça que je vous dis, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre pour le maire de s'exprimer ainsi, parce qu'il ne faudrait pas que demain, c'est sur lui qu'on jette l'anathème, que la population soit séduite par un autre discours venant d'ailleurs, parce qu'il n'aurait pas construit tel hôpital, tel établissement, il n'aurait pas fait telle chose, alors qu'il n'a peut-être pas les moyens. Donc, il avoue et il rejette la responsabilité sur d'autres personnes, afin que son peuple ou alors sa population ne lui tienne pas rigueur au moment venu. C'est la même chose que d'autres élites font chez eux. Ils rejettent la faute sur les autres parce que, et même, qu'est-ce qu'ils ont fait chez eux? Parce qu'on connaît même ces questions de route, on connaît. Il y a des élites qui ont amené la route chez eux. Ils ont travaillé pour que la route arrive chez eux. On connaît par quels moyens cela s'est parfois fait. Donc, on peut aussi poser la question à ces élites, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que certaines situations puissent changer dans leur propre... Quelles élites? Bon, ces élites qui se plaignaient, par exemple, vous avez eu... Qui dénoncent cela? Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cela... Vous voulez demander à Jean-Baptiste Atemengo qu'est-ce qu'il a fait pour développer c'est une question qu'on peut aussi... Mais dans son discours, il est clair. On parlait de décentralisation. Est-ce qu'elle est effective? Parce qu'en fait, il doit rendre compte certainement aux populations. Nous allons, je reviens vers vous tout à l'heure, beaucoup de messages, mais permettez, je vais les lire, peut-être vers la fin. Mais tout d'abord, ce message reçu. Tout d'abord, bonsoir Prince et au panel. Le RDPC se regarde dans le miroir. L'heure du bilan approche et les Camerounais ne sont pas aveugles. Tout le monde voit la même chose. Il faut dire la vérité maintenant. Ateba depuis Nkwabang. Autre réaction reçue. Bonsoir mon frère, je me permets de vous demander comment des personnes que le président Biya a créées en les nommant à des postes très importants, mais en retour,
ils excellent dans l'incompétence. La Côte d'Ivoire a déjà pris au moins 40 ans d'avance sur le Cameroun. Il y a conseil des ministres présidé par le chef de l'État tous les mercredis. C'est notre ami. Il se trouve du côté de la Côte d'Ivoire. C'est François Hutt qui nous écrit tous les jours. Il reste fidèle à téléspectateur. Autre réaction reçue, Simon Donko-Abang nous écrit également. Il dit, Monsieur Omba, ce sont les mêmes qui dénoncent, qui demandent et supplient le président Biya de se représenter en 2025. Chacun de ceux qui dénoncent défend sa position et se projette pour 2026 et 2025 et 2026. Merci à vous, chers amis. Christian nous écrit depuis Bafoussam. Bonsoir à tous. Je voudrais poser la question sur le militant du RDPC sur le plateau. Alors, sachant que c'est le président qui les nomme, pourquoi est-ce que le président ne les sanctionne pas? L'hypocrisie dont vous faites part, est-ce que ça ne commence pas chez le président de la République? Je crois que il aura le temps, n'est-ce pas, de répondre. Autre réaction reçue. Je crois que je vais prendre connaissance tout d'abord, hein, avant de revenir. Peut-être d'abord. Hein, Ibata, depuis Bafoussam, nous écrit également. Il dit, ils sont tous coupables du premier au dernier. Ceux qui dénoncent veulent juste se faire passer pour les plus beaux aux yeux de Dieu, pour espérer une place au ciel lors du prochain remaniement, si jamais il y en aura. Ibata, depuis Bafoussam. Merci à vous, hein, mon cher Ibata. Quelqu'un m'envoie la réponse du ministre de l'enseignement secondaire, certainement à la suite de la sortie de M. Jean-Baptiste Amvouna Temenge, maire de Ngoumou. Est-ce que je peux exploiter ça tout de suite? Je verrai. Le temps pour nous de refaire ce dernier tour de table. Armel, alors, la situation, lorsqu'on suit Jean-Baptiste Temenge, quelqu'un trivialement dira il a été assez violent. Il a été violent. C'est clair qu'il a été violent. Il a été violent. Quelqu'un a fait de le rappeler ici que c'est de bonne guerre. Et vous savez, la nuit des Comment comprendre cette violence? La nuit des longs couteaux est souvent très compliquée. Ou alors cette sortie pour être plus simple. Non, c'est clair qu'on ne va pas donner à quelqu'un ici, je l'ai dit, la communion sans confession. Ils sont tous passibles de récrimination sur la gestion de la cité. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste Temenge Amvouna a toujours dit, je l'ai dit ici, il a toujours dit, je l'ai eu en copanéliste, je l'ai eu en invité sur mes plateaux, je l'ai eu en entretien, c'est-à-dire en face à face. Donc je sais un peu dans quel esprit il se positionne. C'est-à-dire, l'homme... Nous avons fait presque le même exercice, hein, mais c'est quelqu'un... Justement, je vous dis l'homme... Je ne veux pas dire qui il est, mais... L'homme a toujours été dithyrambique vis-à-vis de son parti. Il a toujours été dithyrambique. Jamais... Je vais vous rappeler quelque chose lorsque il faut se lancer en ce qui concerne la mairie et autres. Il dit qu'il faut la démocratie. Il faut peut-être que qu'on passe au niveau des élections. Que ce ne soit pas que la liste a été faite. Prince, vous n'allez pas me détourner de mon objectif. Je vous laisse continuer. Ce monsieur a toujours été dithyrambique vis-à-vis de son parti, c'est-à-dire jamais il n'a eu un discours assez amer envers lui. Et donc aujourd'hui, la question fait bien d'être posée. Pourquoi seulement maintenant, quand on sait que à la rentrée scolaire, le maire, le sous-préfet et tout ce que ça comporte font les tournées dans les établissements scolaires, ils ont ce qu'ils appellent à chaque fois là, la remise du paquet minimum. N'ont-ils pas vu à cette époque-là? Je vous rappelle que la rentrée scolaire a toujours lieu en saison pluvieuse. Et donc, il aurait pu tout de suite voir ce qui n'allait pas de ce côté. Mais il y a que à quelques jours et seulement
pendant une occasion, regardez la circonstance choisie, c'est une circonstance politique, une sorte de meeting au niveau du lycée de Ngoumou, que je connais également très bien, où Atemengue ne marche pas ces mots quand j'appelle le même lycée une poubelle. La question qu'on peut également se poser en arrière-plan ou en toile de fond, c'est lui en tant que maire, quelle initiative personnelle a-t-il prise pour que on voit quand même qu'il y a eu une volonté politique de sa part, une volonté sociale et même sociétale de sa part. Il reste que Jean-Baptiste Atemengue, qu'il m'excuse cette fois-là, est en train de faire ce que quelqu'un a appelé sur ce plateau du ponce-pilatisme, c'est-à-dire je m'en lave les mains. Si demain, et il renvoie la sénatrice, il dit madame la sénatrice, lorsque vous irez là-bas demain, demandez un peu aux gens là combien ils ont envoyé au niveau des régions pour que les lycées, c'est-à-dire c'est pour lui, il veut tracer une chaîne de responsables en se lavant les mains lui-même. C'est-à-dire, bon, si l'État a fait un transfert de ressources du côté des régions et que les régions n'ont pas fait leur travail, alors Jean-Baptiste Atemengue n'a rien à faire. Vous allez voir, pendant son discours, pendant son propos, les populations criaient Amen. Amen. C'est ça. En applaudissant. Comme pour dire, ces paroles d'évangile, on buvait ça comme du petit lait. Faisons très attention. Les populations ne sont pas dupes. Je vais sortir par là. Si Jean-Baptiste Atemengue a un bilan éloquent, il sera réélu. Ça, c'est clair. S'il n'a pas un bilan éloquent, les populations vont lui demander d'excuser. Alors, vous parliez des dénonciations, on sort par là. Vous voyez qui font les dénonciations désormais. Ce n'est plus vous en bas, ce n'est plus moi, ce n'est plus l'opposition. Parce que avant, quand l'opposition faisait les dénonciations, ils disaient ils ont faim. Vous, journalistes, vous faites une dénonciation, c'est parce qu'il veut être vu, on va l'appeler bientôt au ministère des Travaux publics, on va lui donner l'enveloppe, il va aller dire des choses. Vous savez que je fais dans le journalisme économique désormais. Parce que je suis quitté de la politique pour l'économie. Je manipule un peu les chiffres. Depuis la sortie du DGSN, les lignes ont bougé. Je vous rassure que les lignes ont bougé. Chez Nganou Djoumessi, ça ne dort plus. Ça ne dort vraiment plus. Ok. Donc, il faut qu'entre eux-mêmes, ils fassent leur dénonciation. Si nous, à l'époque, on faisait et puis ça ne produisait rien, si entre eux, ça peut donner, merci. Qu'ils nous laissent quelque chose de beau et de bon. Merci bien. Je rappelle, là, le ministre de l'enseignement secondaire a donc répondu à cette sortie du maire de Ngoumou. Si possible, là, nous aurons cela d'ici peut-être 5 minutes. Et en bas, je vous parie qu'elle a maladroitement fait une sortie parce que je connais quand même la dame. Elle a maladroitement... Comment vous connaissez déjà le contenu de, je suis journaliste, de la sortie? Non, je suis journaliste. Non, c'est une sortie qui est officielle et il est déjà dans les réseaux sociaux. Je suis journaliste et je vous dis c'est maladroit. Nous faisons une émission, il faut qu'elle soit complète. Donc il faudrait donc peut-être voir également la réaction. Il s'est adressé au ministre, il s'est adressé... Vous savez, quand on veut laver un aveugle prince, il faut d'abord prévenir cet aveugle parce qu'il va croire qu'il pleut sur lui. C'est ce qui est en train de se passer avec ces gens. Ils n'ont pas été prévenus que ça va se passer comme ça. Et du coup, ils ont l'impression qu'il est en train de pleuvoir sur eux. Vous l'avez dit, Oscar. Oui. Ces dénonciations peuvent-elles apporter quelque chose de plus, de meilleur? Les dénonciations ne vont rien apporter. Pas simplement de celle de Jean-Baptiste Amvouna à Atemengue, mais ces multiples dénonciations que nous vivons ce dernier temps. Certainement, dans les jours à venir, ça va continuer à pleuvoir. Il ne faut pas faire comme si les dénonciations que nous avons aujourd'hui sont les premières que nous avons. Ça fait des années que nous dénoncions. Et comme le disait Abel tout à l'heure, chaque fois qu'on a eu à dénoncer, on nous a traité d'affamés, on nous a traité de ci et de ça. On nous a traité à un moment donné de déstabilisateurs de la nation, comme Ibrahim le disait. Les antipatriotes. Les antipatriotes. On nous a donné, on nous a apprentis sorciers. C'est le président lui-même qui a ouvert la voie à cela en appelant ses compatriotes apprentis sorciers pour dire que ceux-là n'ont pas voix au chapitre, ils n'ont pas le droit de revendiquer quoi que ce soit. Aujourd'hui, moi quand je vois ces dénonciations, j'en ris, je me dis le serpent est en train de se mordre la queue et c'est très bien fait pour lui. J'ai dit tantôt que nous sommes au crépuscule d'un régime et personne ne sait de quelle manière est-ce que justement la nuit des longs couteaux qui a commencé là va s'achever. J'ai souvent dit sur les plateaux que lorsque le président Biya ne sera plus au pouvoir au Cameroun, parce que un jour ou un autre ça va arriver, il y a des gens à qui on va dire c'est ici que tu habites, c'est dans le quartier ici que tu habites, il va dire ce n'est pas chez moi.
Pourtant, c'est des gens qui auront passé toute leur vie à soutenir les actions du président. Mais le moment là, on va leur dire, c'est ici que vous habitez, ils vont dire non, je ne connais pas la maison là. Or, c'est là qu'il habite. Tout simplement parce qu'il craint. Il va peut-être craindre pour sa sécurité du fait que il se rendra compte en ce moment-là qu'il a toujours soutenu une forfaiture et puisque la forfaiture n'est plus en place, alors il craint, il ne sait plus à quel sens se vouer. C'est pour ça que vous allez voir la plupart de ceux qui nous dirigent avec des multiples passeports, des doubles passeports, ils ont plusieurs nationalités, parce qu'ils se disent que le jour où ça va cuire, comme on dit au quartier, chacun va prendre l'avion et puis il va aller dans son véritable pays. Donc les dénonciations là ne vont rien changer du tout. Ça ne va pas changer. Mais parce que elle a dit que depuis quelque temps, les lignes bougent. Ça, c'est du saupoudrage. Ça ne va pas bouger. Le MINTEP, le ligne bouge actuellement. Je vous rappelle que le 15 c'est demain, on arrête les engagements financiers demain. Merci Oscar. Merci Oscar. Dites-moi véritablement qu'est-ce qui va bouger. On attend juste le prochain budget pour qu'on voit la quote-part du gâteau qui nous sera réservé pour qu'on continue encore à croquer. C'est tout. C'est de ça qu'il est question. Et je vais chuter par là. Non, vous allez encore chuter, vraiment? Je chute juste par là. On va pas le faire pour ça. On va attendre qu'ils aient le budget. En disant tout simplement que la grande responsabilité du changement, puisque vous parliez de est-ce que les dénonciations vont changer, la grande responsabilité du changement appartient au peuple camerounais. C'est au peuple camerounais de décider, de dire vraiment on a trop souffert depuis 42, 60 ans, un peu plus de 60 ans, ça suffit, et que le peuple camerounais passe la main. Et c'est ce que nous espérons à travers l'Alliance pour la transition politique au Cameroun. Ok. Je serais mieux, avant de donner la parole aux deux derniers, n'est-ce pas, aux autres invités, je ne veux pas dire dernier, ça risque d'être mal perçu. Nous allons prendre d'abord la réponse du ministre, avant, n'est-ce pas, de mettre fin d'une manière provisoire à ce débat sur ce plateau. Voilà, je crois qu'avec la régie, s'il y a possibilité, voilà, merci bien pour le professionnalisme du côté de la régie. Alors, le ministre à Monsieur Amvouna Atemongue Jean-Baptiste Martin, maire de la commune de Ngoumou. Alors, objet, effectivité du transfert des compétences du ministère des enseignements secondaires aux régions. Monsieur, vous avez saisi l'occasion d'une cérémonie de remise de table banc au lycée d'Otélé le 13 novembre 2024 par l'honorable sénateur Nko de Laurent pour informer les populations de l'échec du transfert des compétences aux régions en matière d'enseignement secondaire. Selon vos termes, l'éducation secondaire se meurt et les preuves de cet échec sont les suivants. 1. Le ministère des enseignements secondaires bénéficie d'un budget de 550 milliards de francs CFA par an. Chaque région devrait disposer d'au moins 30 milliards de francs CFA pour ses investissements éducatifs. 2. Les établissements d'enseignement secondaire sont des poubelles. Faute de réhabilitation, vous aurez trouvé le lycée d'Otélé dans la boue et la poussière. 3. Le taux de réussite de 0% à l'examen baccalauréat serait inacceptable. En exprimant mon étonnement de voir un élu arborer l'écharpe tricolore pour propager gratuitement et solennellement des informations erronées. J'ai l'honneur de vous rappeler que les informations ci-après. 1. S'agissant de la structure du budget du MINSEC, qui fait partie de la loi des finances publiée par le chef de l'État, il ne vous a pas échappé que les dépenses des personnes, les dépenses de personnel représentent 87% de 539,142 milliards de francs CFA de l'exercice 2024. Lorsque vous prenez en compte les crédits de fonctionnement,
incompressibles et qui sont délégués aux 2920 établissements scolaires, dont ceux de votre circonscription, l'appui aux établissements privés et les projets en cours. L'État n'a pas pu allouer plus de 2,6 milliards aux compétences transférées aux régions. 2. Les conseils régionaux vous ont probablement confirmé que les dites dotations leur ont été transférées par les services compétents du ministère des Finances et qu'ils les ont allouées aux projets qu'ils ont estimés prioritaires. La suite avec le troisième point. Les conseils régionaux vous ont probablement aussi dit qu'en cours d'année, le MINSEC leur a fait des délégations, les a fait donc des délégations ponctuelles des crédits de fonctionnement d'un montant total de plus d'1 milliard de francs CFA. Ces crédits étaient destinés à la réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées. 4. Vous reconnaissez fort heureusement que le lycée d'Otélé ne manque pas d'enseignants et que des infrastructures scolaires existent, bien qu'insuffisantes, comme pour partout ailleurs. Le MINSEC compte sur votre leadership pour mener avec les parents d'élèves et les autres forces vives les actions nécessaires pour remonter le taux de réussite aux examens officiels, notamment la possession des manuels scolaires par les apprenants, la lutte contre la consommation de drogue, la violence, l'indiscipline et l'incivisme. 5. Il est très inquiétant que vous soyez applaudi quand vous relevez que le lycée de Télé est dans la poussière. Lors de la visite de l'honorable sénateur Unko de Laurent, venu apporter sa contribution à l'amélioration de la qualité des enseignants, vous protégez et encouragez l'incivisme et l'indiscipline des jeunes de votre circonscription et voulez faire croire que c'est au ministre venir s'occuper de la propreté dans un établissement scolaire. Est-ce acceptable? C'est une question. Dans un contexte préélectoral où les propos que vous avez tenus ne peuvent avoir d'autre effet que de créer un sentiment de révolte contre le gouvernement, je vous saurais gré de bien vouloir rétablir la vérité aux populations. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de ma parfaite considération. C'est signé donc le ministre le ministre de l'éducation des enseignements secondaires. Voilà. Voilà qui est dit. Et très rapidement, El Hadj. Vraiment, la réponse du ministre... Elle est aussi costaud. Costaud. Vous comprenez, c'est toujours les menaces. Hein. Voilà. Ah Ce bon? qui l'intéresse, c'est les approches des élections. Il faut continuer à mentir pour gagner les élections. C'est ce qu'elle veut dire là. Alors, maintenant qu'il ment, alors... Elle le fait de dire la vérité, quelqu'un qui vit ça. C'est l'école, il sait ce qui se passe. C'est là, devant, il attire l'attention de la population. Elle prouve que l'espace est venir dire la vérité. Pour dissuader l'espace, ce genre, à monter ce genre contre le gouvernement. Donc vous comprenez que nos autorités, nos ministres, ce qui les intéresse, c'est gagner les élections. Même c'est pour ça que moi je dis toujours, la population camerounaise, les citoyens camerounais a besoin, surtout le plus petit, a besoin de l'éducation. Comprendre les jeux, les enjeux, c'est quoi une élection. Un budget même, c'est d'abord quoi? Le fonctionnement. Aujourd'hui, on parle de la décentralisation. Est-ce que le petit Camerounais est imprégné de ces nouveaux enjeux-là, du développement? Non. Monsieur Atemengue, si je peux accuser, ce n'était pas l'occasion. Il faut toujours les petits, n'est-ce pas, causeries éducatifs avec la population.
dire à la population ce que c'est la décentralisation. Avant un événement comme ça, la population serait que non. Avec la décentralisation, c'est un outil de développement. Et nous attendons ceci ou cela. Ok, à votre suite, hein, puisque vous allez chuter, à votre suite, il y a quand même le Lune Fumba qui nous regarde également, qui nous écrit. Il dit, Atemung dit que les écoles primaires sont du ressort de compétences des communes et qu'il a arrangé celle de sa commune. Voilà, sa dénonciation à l'endroit du MINSEC veut aussi indiquer que la décentralisation tarde à prendre corps dans les enseignements secondaires. Donc on peut dire que au niveau des écoles primaires, il a fait ce qu'il avait à faire, mais qu'au niveau des secondaires, la décentralisation... Là, les marchés qui se gagnent à partir de Yaoundé, où on envoie les gens, n'est-ce pas, sans aucune expérience, aller construire les écoles, ils sous-traitent des trucs, ils donnent, n'est-ce pas, de même inexperts, qui vont juste badigeonner des choses comme ça, ils dans les classes. Ok. Donc, c'est par rapport à ça. Ok. Donc, lui, il a quand même, n'est-ce pas, lui, il a des salles de classe bien faites, que la population peut se reconnaître là. Ok. Et il a cité, le... Et il y avait, n'est-ce pas, comme on appelle un téléspectateur qui a posé la question, la responsabilité revient à qui? Ça, il ne faut pas, n'est-ce pas, chercher midi à 14, la responsabilité entière revient au président de la République, qui est élu. C'est le seul qui est élu, tout le reste est là, en dehors des députés sénateurs. C'est le seul qui est élu, c'est à lui qu'on a donné, confié au Cameroun. Donc s'il ne les sanctionne pas, les gens qui l'ont, je crois que l'histoire, c'est lui qui se portera, n'est-ce pas, la responsabilité de lui. Ok. Ça c'est clair. Ok. Axel Foucault, vous avez suivi le maire tout à l'heure. Vous venez de suivre la réponse du ministre. Est-ce du ping-pong ou alors il y a un flou quelque part? Et je veux rappeler avant de vous passer la parole que j'ai quand même suivi, comme vous aussi, la sortie du maire de Ngoumou qui dit qu'au niveau des écoles primaires, et il a même cité le nombre d'écoles primaires, qu'il a essayé de résoudre les problèmes à ce niveau-là, et que le problème véritable ici, c'est au niveau de l'enseignement secondaire, comme pour dire que la décentralisation semble prendre corps au niveau de l'éducation de base, mais au niveau de l'enseignement secondaire, que cela semble tarder. Alors, c'est du ping-pong. Qui dit vrai? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je crois que c'est la réponse de la bergère au berger. Et ça ne devrait pas gêner qui que ce soit parce que, comme le MINTP a réagi dernièrement aux préoccupations ou alors à l'interpellation du DGS, il faut dire que c'est du pareil. Aujourd'hui, vous voyez, Madame le ministre a réagi à l'interpellation d'un élu. Est-ce que si c'était par exemple un citoyen lambda, Madame le ministre aurait peut-être donné une explication, aurait donné peut-être, bon, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire, vous savez, vous me connaissez, si j'avais une autre casquette, je devais dire que monsieur le maire est peut-être dans du populisme, mais je ne voudrais pas le dire comme ça. Et c'est dans son droit, il est dans son élément. Et je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas dire qu'il est en campagne, mais il est en pré-campagne. Est-ce qu'il n'y a pas de l'objectivité? Non, au-delà de l'objectivité, c'est le moment choisi. Ça peut être violent, mais c'est le moment choisi, l'instant choisi pour le faire, qu'il faut interroger. Parce que c'est un homme politique. Oui, c'est un homme politique. Et n'oubliez pas, l'homme politique, c'est un joueur qui joue, une personne qui joue avec un opportuniste. Il joue avec les circonstances. Il joue avec les émotions, il joue avec les angoisses et avec tout ce qui peut apporter, soulever la population. Et n'oubliez pas l'autre casquette de monsieur le maire, c'est quand même un communicant très averti. Donc, je voudrais pas, il faudrait pas éloigner cela. Donc, aujourd'hui, il faut tout simplement dire que madame le ministre, c'est la bergère qui répond au berger et ça va continuer ainsi. Il faudrait tout simplement que nos populations... Qu'est-ce qui va continuer ici? Les dénonciations. Les dénonciations vont continuer ainsi. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas la seule dénonciation. Voilà. Tout ce que nous attendons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque les citoyens lambda, que vous journalistes, lorsque vous dénoncez une situation, que ces autorités-là aient aussi cette célérité-là à apporter
des réponses à des préoccupations qui parfois sont légitimes pour le bien-être de la population. Donc, vivement la lettre, Madame le ministre, je ne pense pas il n'y a pas une information particulière dans cette lettre-là. Rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, Monsieur Apollinaire. Ok. Très rapidement, mais Oscar, je ne veux plus vous passer la parole. Je sais que vous l'attendez. Je ne vais plus vous la passer. Je suis blacklisté sur le plateau. Bonsoir à tout le panel et aux millions de téléspectateurs. Je fais mienne certaines des déclarations de certains panélistes et voudrais dire à l'analyste politique qu'il n'a pas de chapelle à défendre. Au même moment, la compétence des lycées ne revient pas au maire. Bonne émission. Joli Minko depuis Saint-Mélima. Je crois que nous l'avons dit également ici. Merci à vous, mon cher ami. Autre réaction. Bonsoir, Prince, et au panel. Madame le ministre a raté l'occasion de se taire. 1. Si les populations applaudissent, c'est qu'elles reconnaissent le tableau peint par le maire. 2. Le maire RDPC ne peut pas être rebelle et inciter à la rébellion. C'est de l'intimidation. La vérité est sur le terrain, pas de ministère. À Teba, pas au ministère. La vérité est sur le terrain, pas au ministère. À Teba, depuis Nkwabang. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous. Merci Prince et bon retour sur les antennes. Merci bien. En ce qui concerne le sujet à l'ordre du jour, il faut tout simplement dire que le maire est dans son élément et il l'a bien précisé que la décentralisation tarde à être effective en ce qui concerne l'éducation secondaire. Pourquoi est-ce que le ministre prend mal la chose? Merci à vous, si tout de même vos messages. Autre réaction reçue. Hubert nous écrit le ministre devait-il attendre la sortie du maire pour réagir? Pourquoi est-ce que ces gens ne communiquent pas? Bravo, monsieur le maire. Merci et bien de choses à vous. Beaucoup de messages. Le temps, nous tenant à la gorge. D'ici la fin de l'émission, si possible, je reviendrai. Vous faites bien de regarder la télévision. Oscar, je vous donne 30 secondes. 30 secondes. Bon, vous Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive au village et que... non, ça ne va pas arriver de toute Allons-y rapidement. Bon, peut-être pour boucler de mon point de vue sur le sujet concernant la réaction de Madame le ministre, je dirais tout simplement que Madame le ministre se comporte exactement comme un cabri que vous venez d'égorger et qui est en train d'exécuter ses derniers soubresauts avant de rendre l'âme. Donc, elle est en train de vouloir défendre son bifteck et j'espère qu'elle y arrivera, mais ce sera très difficile. Toujours est-il que le régime est en train d'aller à sa fin et c'est une fin inéluctable. Merci à vous. En ce qui concerne la réaction du ministre, l'on peut encore aller analyser, voir quel est le budget, n'est-ce pas, du ministère des enseignements secondaires. Est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment grand? C'est le budget, c'est le ministère le mieux. Oui, c'est tout un autre débat. Raison pour laquelle j'ai dit, ça doit nous servir de tout un autre débat. Vous allez voir le débat, alors que dans la correspondance de Madame le ministre, elle dit clairement que les fonds qui ont été transférés ont été utilisés à des projets jugés prioritaires par les conseils de l'ordre. Mais je crois que c'est très maladroit de sa part. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit, et c'est pour cela que j'ai dit, vous voulez en la permettez. Si vous nous appelez sur vos plateaux, c'est pour qu'on dise des choses. Permettez que je dise que je vous l'ai dit en off tout à l'heure. Madame le ministre, parce qu'il faut masculiniser son poste, a fait une sortie maladroite. Je vous l'ai dit avant même que vous ne passiez cela à l'antenne. Sortie très maladroite. Pourquoi? Parce qu'elle en a l'habitude, premièrement. Et donc, lorsque vous venez rappeler au maire que c'est pas à vous de venir balayer un lycée. Il ne s'agit pas, monsieur Atemé n'a pas dit qu'il manquait des balais à l'école. Au lycée d'hôtel, il ne manque pas de balais. Mais seulement, on va balayer quoi? On va balayer quoi? La boue.
On ne peut pas balayer la boue. Pour qu'on balaye, il faut que le sol soit cimenté. Merci à vous. Et donc, merci à vous. Et une autre théorie de Madame le ministre, je sors par là. Donnez-moi 2 secondes, je sors par là. Dans les chiffres qu'elle donne, elle ne fait que dire plus d'1 milliard, plus de 2 milliards, il n'y a pas de chiffres précis. Faites attention avec la communication, monsieur Prince. Merci bien. Je rappelle, nous allons certainement revenir sur ces sujets très très importants. Le temps pour nous de prendre une transition, revenir pour la dernière ligne droite. À tout de suite. Bien, vous faites bien de parler des paris sportifs parce que c'est la nouvelle profession de la jeunesse camerounaise. C'est-à-dire la première application qu'on a téléchargée lorsqu'on a un téléphone Android ou iPhone, je dis ça comme ça sans publicité, c'est que il faut télécharger quelque chose de bête, quelque chose de bête, quelque chose de bête. Je ne sais pas ce que le bête là signifie, mais toujours est-il que c'est une affaire qui rend effectivement bête. Parce que dites-vous que pour développer un pays, les grandes nations se sont appuyées sur l'industrialisation, sur l'agriculture, sur l'import-substitution, sur des notions vraiment fortes et profondes. Maintenant, on se rend compte que il faut mettre un arbre qui va cacher la forêt devant la jeunesse. On a commencé avec les motos-taxis. On s'est rendu compte que ça tue un peu trop. Il faut réduire les risques. On vous fait savoir que lorsque vous jouez avec un code promo, vous avez des doubles de ceci, vous avez les doubles de cela. Lorsque vous rentrez dans une buvette, je dis n'importe quoi, vous allez vous rendre compte que s'il y a 50 jeunes, les 50 ont la tête baissée. Ça n'a rien à voir avec une communication ou alors la recherche d'informations. Nous sommes sur les sites de jeux. Comment voulez-vous développer l'économie d'un pays avec des gains qui se veulent d'ailleurs personnels et qui se veulent d'ailleurs minimes? Parce que vous allez faire des paris où vous gagnez 2000 francs, c'est une affaire, il faut aller boire une bière. Ceux qui font même les gros paris, généralement, on ne les connaît pas. Et même, ces paris sportifs au Cameroun ont déjà créé assez de problèmes. Souvenez-vous qu'il y a des jeunes là qui ont gagné des milliards, à qui on n'a jamais payé. On n'a jamais payé. Ça a créé des soucis par-ci, par-là, ça a fait ci, ça a fait ça. Mais on vous dit quand même que, on ne vous dit même plus. Vous constatez simplement qu'à chaque coin de rue, il y a au moins 10 agences de trucs de paris sportifs et autres. On se demande bien, Prince, est-ce que ce pays est encore normal? Bon, vous êtes devenu continent. Félicitations à vous. Peut-être que pour devenir continent, il faut proliférer dans les jeux de hasard, il faut proliférer dans les paris sportifs, il faut. Mais il n'y a que, Prince, lorsqu'on n'a pas d'argent et qu'on veut s'engager dans les paris sportifs, on va se mettre à voler des fois. Okay. On va se mettre à voler. Parce que le jeune qui n'a pas de travail, le jeune qui n'a pas de source de revenus, le jeune qui n'a pas une parcelle de terre pour faire de l'agriculture, qui se retrouve avec 100 francs de connexion Internet à pouvoir télécharger une application de jeu et il peut parier à partir de 300 francs. Quand il va vouloir gagner gros et qu'il n'en aura pas, il va voler. Il va vendre de la drogue, il va faire ci, il va faire ça. Et donc, la conclusion est simple, on ne peut pas développer un pays à partir des paris sportifs quand on est déjà assez pauvre. Mais, si ça avait été ailleurs, je vous dirais oui, c'est possible parce que ces paris sportifs payent l'impôt. Mais ici, chez nous, qui est le régulateur de ces paris-là? Même le ministère des Loisirs et de tout ça ne comprend rien à cette affaire. Donc, n'allez pas chercher... Et dans ce circuit-là, vous comprenez qu'il y a des messieurs dans des bureaux, des colonels. Je vous assure, allez approchez-vous des gars qui valident, là, ils vous diront, on les appelle au téléphone, ils valident. Ah bon? Mais oui! Mais oui! Prince, pourquoi vous faites ça? Apparemment, je vous assure, des parents, ça cause le problème dans des familles même. Quelqu'un touche son argent, il va miser tout ça dans le truc de ce jeu hasard. Oula. Donc, le problème aussi, n'est-ce pas, ça chute. Il a dit quelque chose de très important, c'est une niche fiscale, si c'est bien organisé. Qui est chargé du suivi de cette histoire? C'est les impôts, c'est le ministère des Loisirs, la corruption. Quand ce gens viennent, souvenez-vous du pays, monsieur, quand ils sont arrivés sans publicité au Cameroun, nous connaissons quand même une grande famille, avec un feu ministre. Hein, ils prennent des actions dans cette histoire-là. Donc ce qui doit entrer, la part qui doit revenir à l'État, les répartitions qu'on fait, qui contrôle ça? Ça pourrait apporter quand même ce qui est sûr, n'est-ce pas, au niveau de la caisse de l'État, c'est une niche fiscale. Mais
personne ne peut vous dire aujourd'hui combien tout ce jeu-là fait entrer à la caisse de l'État, compte tenu de la corruption. Parce que quand ils viennent, n'est-ce pas, demander à s'installer au Cameroun, leur cahier de charges, avant ça, je vous ai parlé de tout, de la prise des actions dans cette histoire, et ce que ça rapporte, n'est-ce pas, chaque fin de mois. Vous voyez, à ceux-là qui ont signé, qui les ont facilité leur installation au Cameroun. Mais sinon, sur le plan de l'économie, je dis, si nous sommes dans un pays normal, oui, ça peut apporter. Bon, aujourd'hui au Cameroun, nous savons tous, sincèrement, je vous raconte une histoire. Je me suis retrouvé dans une grande maison un jour à Bastos. Une dame qui était au niveau de, comment on appelle, qui gérait la SCMI. Je vois entrer 2 pick-up avec de l'eau minérale, d'autres jus. Je dis, mais il y a la fête ici. Je demande, il dit non. C'est comme ça, chaque 2 mois. C'est elle qui avait signé avec Castel et tout ça, facilité à Castel. Là. Donc en dehors de tout ça, n'est-ce pas, il y a aussi les enveloppes qui suivent. Donc vous voyez, c'est de privilège là. Et c'est comme ça la vie, hein, pour un temps qu'il est là. Donc c'est ça, le Cameroun, la corruption. C'est le jeu qui détruit, certes, la jeunesse, oui. Parce que, voyez-vous, à des heures là, vous voyez les enfants en tenue. Dans ce salle, il y a des tables, bancs et tout ça, ils sont là assis, n'est-ce pas, à jouer. D'autres ne vont plus à l'école. On a même filmé un sénateur devant un kiosque en train de parier. Voilà, heureusement. J'ai dit qu'il y a des gradés dans l'armée et dans la fonction publique, dans les bureaux. J'oublie volontairement son nom. Je voudrais oublier. Ils envoient les enfants validés et tout ça, ils appellent. Vous oubliez véritablement le nom de... C'est ce qui a pris la tête de tout le monde au Cameroun. Ok. Mais que l'État essaie de mettre vraiment... Et des deux, nos enfants qu'ils emploient là-bas, nos enfants, nos filles, ils n'ont pas de contrat de travail. Vous comprenez bien? Voilà. Si tout ça, ils pouvaient avoir un salaire minable. Minable, c'est juste par rapport, n'est-ce pas, au comment ils appellent, au pourcentage. Donc, si on pouvait donner le connaître... Et ils n'ont pas de salaire, oui. On a toujours débattu de ça un peu partout. Oui. Ils n'ont pas un salaire fixe. Vous avez fait des investigations? Oui, je vous dis. Arrêtez, vous voyez. Vous savez, pour faire mieux l'investigation, investiguer. Oui, ils n'ont pas de contrat. Si vous partez, peut-être. Ils n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas une prise au niveau de, comment on appelle, de la CMPS. C'est des gars qui se débrouillent comme ça. Le jour où tu commets, n'est-ce pas, juste une petite erreur, on te met dehors. On reprend une autre. Ok. Mais si ça pouvait stabiliser le travail. Ok. Donc ça pouvait, n'est-ce pas, aider l'économie du Cameroun. Un monsieur qui sait qu'il a un salaire, à la fin, il fait 10 ans, 15 dernièrement à l'école de police, je vous dis. C'est un truc que je connais. Ok, merci vivement que... Donc c'est des choses, c'est sûrement qui... Ce soit ordonné. Merci. Oscar, quelqu'un m'envoie le message, là, il dit, la tête d'Oscar ressemble à la tête d'un parieur. Vous savez, Apollinaire... Bon, là, pour être sérieux, qu'est-ce qui peut véritablement pousser les jeunes, ou alors les jeunes, à aller, d'abord, à nos dirigeants, de mettre en priori donc le pari sportif, les paris, et surtout les paris sportifs. Et qu'est-ce qui peut bien séduire cette jeunesse quand nous savons que nous sommes dans un pays pauvre, une majorité n'arrive pas à avoir 500 par jour ou 1000 francs par jour, mais il y en a qui jouent tous les jours avec des sommes avec des grosses sommes. Bien, Apollinaire, vous savez, un peuple qui joue, c'est un peuple qui a déjà atteint un certain niveau d'épanouissement, un certain niveau de développement. Lorsque vous êtes devant votre petit écran et que vous regardez un match de foot en Europe, vous voyez le stade, il est plein. Chaque week-end, le stade, il est plein. C'est parce que c'est des gens qui ont travaillé toute la semaine et qui ont véritablement bossé et qui estiment que le week-end, ils peuvent aller se détendre au stade pour regarder un match de foot, un match de basket ou un match de baseball. Mais ça, c'est pour des sociétés qui ont déjà atteint un certain niveau de développement, dont des gens qui travaillent et qui veulent reposer à un moment donné, qui veulent sortir de leur cadre de travail pour s'épanouir autrement. Mais chez nous, la question qu'on devait se poser, mais est-ce que nous travaillons pour nous adonner au jeu? La réponse est toute simple. Pour nous distraire. La prolifération des jeux de hasard
au Cameroun est juste la résultante de l'échec d'une politique d'emploi au Cameroun. La politique d'emploi au Cameroun a échoué sur tous les plans. On a un fonds national de l'emploi qui a été mis en place, où on a nommé un directeur qui est là, qui gère ça comme la cuisine, ou alors la cacaoyère que son grand-père lui a légué il y a plusieurs années. C'est le premier et le dernier directeur général de cette société depuis sa création. Mais quels sont les résultats de cette société? Allez questionner ça. Beaucoup d'autres sociétés comme ça. Moi, c'est pour dire que la politique nationale de l'emploi au Cameroun a échoué. Et parce que l'État est conscient que cette politique a échoué, ils n'ont rien à proposer à la jeunesse. Ils ont apporté justement les mototaxis. Il y a un ministre qui s'est vanté que la mototaxi est un emploi. Donc, ils ont échoué et ils sont conscients. J'appelais ça l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Ils ont échoué et ils sont conscients qu'ils ont échoué. Une fois qu'ils ont vu que la mototaxi est déjà suffisamment installée, ils ont amené les paris sportifs. Pour davantage faire quoi? Ils sont conscients que la jeunesse camerounaise, la population camerounaise est davantage jeune. C'est quoi l'objectif? L'objectif est d'éloigner au maximum la jeunesse des préoccupations politiques, des préoccupations majeures de la gestion de la cité. La preuve, vous n'avez qu'à prendre ces jeunes qui sont dans des salles de paris sportifs, ou ces jeunes qui font la moto-taxi. Beaucoup ne comprennent rien au fonctionnement de la cité. Quand vous dites à ces jeunes, allez vous inscrire sur les listes électorales, ils ne comprennent rien du tout. La question qu'ils vont vous... Je vais m'inscrire là, pourquoi? De toutes les façons, les jeux sont déjà faits, les dés sont jetés, donc il n'y a rien à attendre là. Donc, ils se désintéressent de tout ce qui concerne la gestion de la chose publique. Et c'est fait à dessein. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont méchants. Ils sont méchants et ils font tout pour éloigner la jeunesse. Vous êtes violents là. Ils sont méchants, c'est la vérité. Ils sont méchants en tout point. Ils font tout pour éloigner la jeunesse des préoccupations majeures. Vous allez voir que ce jeune qui s'adonne justement à ce jeu de paris sportifs, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il retire même justement de ces gains de paris sportifs. Soit il remet dedans, soit c'est pour boire il devient président au snack le soir. Voilà. C'est exactement ça qui est question. Okay. Allez questionner le prix d'une bière, c'est combien? Vous allez voir que on est toujours en train à nous empiffrer davantage de bière. Le feu Charles Atébé ne disait que nous buvons l'équivalent de la Sanaga en un an. Donc c'est fait à dessein. Le vin, les facilités, c'est une distraction selon vous. Les TikTokers sont devenus... Les Athéniens disaient, voilà, on veut distraire le peuple, on lui donne un peu de jeu, merci. Un peu d'alcool. Ok. Alors, Arcel Foucault, le politique a quand même réfléchi pour accepter et mettre sur pied, n'est-ce pas, ces paris sportifs. Je ne veux pas vous poser la question pour quel but, mais quand même, est-ce que l'on peut se développer avec les paris sportifs? Sinon, quelles peuvent en être les conséquences de cette jeunesse qui se jette totalement dans les paris sportifs du matin au soir? Alors, monsieur Charles Apollinaire, moi je crois qu'il faut dire qu'il n'existe pas un modèle que nous avons déjà vu quelque part où on se serait développé au travers des paris sportifs. Parce que s'il y avait un modèle, certainement je répondrais par l'affirmation ou l'affirmative. Mais au-delà de ça, il faut quand même dire que les paris sportifs ont, sur le plan économique, plus ou moins, un apport, un gain lorsque nous l'exploitons très bien. Lorsque le secteur est régularisé, on peut exploiter le pari sportif ou alors d'autres jeux de hasard bien encadrés au profit de l'économie du pays, lorsque on a bien orienté les choses. Mais ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est l'addiction, parce que je crois même pas que la prolifération même serait même un problème, mais c'est l'addiction qui a au niveau des paris sportifs et tous ces jeux de hasard qui nous inquiètent particulièrement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette addiction-là? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour peut-être réduire cette addiction-là? Déjà, nous remarquons que malheureusement, le secteur n'est pas régularisé véritablement. Parce que vous allez voir, vous allez entrer dans ces endroits, vous allez trouver des enfants de 10 ans.
vous allez trouver des enfants de 5 ans, vous allez trouver des enfants de tout âge confondu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne précise pas? Il faudrait qu'il y ait une norme, une règle qui stipule peut-être que moins de tel âge n'entre pas. Peut-être que les personnes en tenue n'entrent pas. Parce que vous allez voir les enfants au sortir de l'école qui s'arrêtent là. Je ne sais pas si c'est un endroit pour étudier ou alors on ne sait pas. Les mathématiques, donc, la probabilité. Peut-être, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Et c'est pas bon lorsque nous avons un secteur qui est ouvert comme ça, on laisse les jeunes, ils sont comme des proies. Donc maintenant ils sont attirés par cet espace-là. En plus la publicité est proliférée partout parce que vous allez voir, on fait presque à longueur de journée la publicité de ces jeux de hasard. Presque toutes les télévisions. Bon, nous n'accusons pas ceux qui font ces publicités-là, ils veulent leur argent, mais il faudrait régulariser cela. À tous les espaces où nous passons, il y a des affiches de jeux de hasard. Donc, véritablement, l'État gagnerait pour le bien-être d'abord intellectuel, éducatif des enfants, de la jeunesse, à régulariser le secteur, à mettre le secteur de manière plus stricte sur le plan juridique et même sur le plan de l'éducation. Il faut permettre aux jeunes, je dis bien aux jeunes qui veulent, pour certains hein, qui aiment bien ces jeux de hasard, de le faire peut-être à partir d'un certain âge. Moi, je ne crois pas que c'est nécessaire. Merci d'interpeller. Donc, voilà, donc l'État devrait à ce niveau travailler pour que le secteur soit plus régulé. Très rapidement, bonsoir à vous sur le plateau. De mon point de vue, c'est tout simplement la nuit des longs couteaux et cela va continuer ainsi. Les uns, voyant la fin venir, voudront donc essayer de se justifier devant des populations, même s'il est vrai que ces dénonciations sont vraies. La question de l'opportunité reste préoccupante. C'est notre ami qui nous écrivait très rapidement pour sortir. Merci pour ces sujets. En vrai, nous ne sommes pas dirigés car ces sociétés doivent être fermées. Elles abrutissent donc les jeunes et les détournent du travail pensant au gain facile. Aidez-moi à passer le message aux sociétés téléphoniques. Ne plus m'envoyer le message de ces entreprises lorsque je me connecte. Merci. Mélie depuis Bar dans le Mungo et bien d'autres. On me signale là-bas que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Aloïs depuis le haut plateau, bonsoir à vous, merci de nous avoir écrit. Xavier également, merci à vous. Mesdames, messieurs, nous allons mettre un terme à cette émission. Merci, hein, cher monsieur. Et merci. On se retrouve très bientôt. Moi, je vous donne rendez-vous demain, mais déjà, retrouver dans quelques instants le journal en français ou alors les informations en langue anglaise à 19h00, les informations en langue anglaise, et puis à 20h, retrouver Karine pour les informations en langue française. Un rendez-vous à ne pas manquer, j'ai anticipé l'annoncer hier, c'est monsieur Mbala qui reçoit ce jour la double championne du monde en saut en longueur, Françoise Mbango. Hein. Alors, ne pas manquer ce grand rendez-vous à partir de 21h. C'est dans le cadre du sport. Et avec d'autres panélistes sur le plateau. Quant à moi, je vous dis merci. Merci également à toute l'équipe technique, à la réalisation et à la supervision générale, sans toutefois oublier l'autre qui se trouve dans l'ombre et qui fait un grand travail, monsieur Gérald, hein, ou alors Sylvestre Amara. Mesdames, messieurs, à demain, 17h, au revoir.